tous, bienvenue sur ConfTube. Je suis Geoffroy Méry, interne de pneumologie à Grenoble. Je vais vous faire un petit topo d'infectio qui sera complémentaire à celui de Loïc. Pour ce topo, on va aborder donc une notion qui est très importante en infectio qui s'appelle la microécologie. Ça va se résumer à des stratégies de prescription d'antibiotiques. Donc je vais essayer de vous faire comprendre vraiment pourquoi et dans quelle situation on prescrit tel ou tel antibiotique pour que vous puissiez raisonner par vous-même ensuite. Ma problématique, donc, ça sera pourquoi on ne mange pas des carbapenem toute notre vie en prophylactique? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de se nourrir en permanence d'antibiotiques pour se protéger des infections avant qu'elles n'arrivent? C'est une question qui est légitime et que des patients pourront vous poser. Et en tant que médecin, il va falloir savoir y répondre. Et surtout, pour prescrire des antibiotiques intelligemment, il faut connaître la réponse à cette question. Donc, la sensibilité à un antibiotique se définit en laboratoire par une notion qui s'appelle la concentration minimale inhibitrice. On voit très bien comment le faire dans les éprouvettes. On prend des concentrations différentes d'antibiotiques qu'on met dans des éprouvettes différentes. Et ensuite, on met le germe qu'on veut analyser dans ces éprouvettes aussi, à des doses très standardisées. Là, on voit qu'entre la dose numéro 1 et la dose numéro 2, il y a un changement. C'est-à-dire que dans la dose numéro 1, c'est trouble, les bactéries se reproduisent. Dans la dose 2, elles ne se multiplient plus. Donc la concentration de la dose 2, c'est la concentration minimale inhibitrice qui permet d'inhiber vraiment la prolifération bactérienne. Cette CMI donc définit la sensibilité à un antibiotique. On va utiliser des concentrations, il faut que la bactérie soit sensible à des concentrations d'antibiotiques qu'on utilise en pratique et qui sont évidemment pas toxiques pour les patients. Donc il faut que la CMI soit acceptable pour que la bactérie soit sensible à l'antibiotique. La notion la plus importante qu'on peut tirer de la sensibilité, c'est que s'il y a des espèces sensibles, il y aura des espèces résistantes. Des résistances peuvent être acquises ou naturelles. Naturelles, c'est-à-dire que la bactérie sauvage là, et notamment dans la flore digestive naturelle de tout patient, on va retrouver différents groupes d'entérobactéries. Et ces différents groupes vont sécréter différentes enzymes, et ces enzymes vont pouvoir leur octroyer une résistance particulière à certains antibiotiques. Par exemple, le groupe 1 sécrète une bêta-lactamase de faible niveau, donc va pouvoir être résistante contre des bêta-lactamines de base, comme par exemple l'amoxicilline. D'autres groupes ont différentes enzymes qui leur permettent de couper en quelque sorte d'autres antibiotiques. Un des germes dont Loïc vous a parlé, Pseudomonas aeruginosa, ou le piocyanique, c'est un germe qui est naturellement résistant à énormément de choses. Ici, on a un antibiogramme par diffusion. Ce qu'on fait, c'est qu'on tapisse l'antibiogramme de colonies de bactéries et on met des pastilles d'antibiotiques. Là où les pastilles sont efficaces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de colonies, donc vous voyez, il y a une espèce de halo autour, par exemple, de la ticarciline ici. Hop, il y a un halo qui est vierge de bactéries. C'est-à-dire que les bactéries ne sont pas capables de pousser en présence des ticarcilines, donc qu'elles sont sensibles. En revanche, ici, au niveau de l'amoxicilline, vous voyez que les bactéries sont présentes, donc elles sont résistantes. Ici, on voit un antibiogramme par diffusion de Pseudomonas aeruginosa sauvage. Donc tous les Pseudomonas aeruginosa sont au moins résistants à l'amoxicilline, à certaines céphalosporines, à l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique, particularité qui est notable. Pour l'histoire, ici vous pouvez voir les colonies de Pseudomonas aeruginosa qui s'appellent piocyaniques parce qu'il a cette coloration verte au niveau des colonies. Donc après avoir vu le spectre, qui est une caractéristique principale de l'antibiothérapie, on va en voir d'autres, notamment des caractéristiques pharmacologiques. La bactéricidie, c'est une caractéristique qui est importante. Je vous ai déjà parlé de la concentration minimale inhibitrice. Il y a une autre notion qu'on peut mettre en parallèle de cette concentration minimale inhibitrice qui s'appelle la concentration minimale bactéricide. En gros, la CMI permet de calculer le taux d'antibiotiques qu'il faut pour stopper la croissance bactérienne. La CMB permet de connaître la concentration qu'il faut pour tuer les cellules. C'est important de faire la différence entre les deux puisqu'elles vont être à l'origine d'une différence entre plusieurs antibiotiques. Ceux qui sont bactériostatiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une CMI basse, une inhibition facile, il ne faut pas beaucoup d'antibiotiques pour inhiber. Par contre, ils vont avoir du mal à tuer les bactéries. Donc la CMI va être beaucoup plus basse, beaucoup plus accessible en quelque sorte en pratique que la CMB. Et en contrepartie, on a les bactéricides qui sont aussi facilement létaux qu'inhibiteurs. C'est-à-dire que la CMI est à peu près semblable à la CMB. Donc c'est ce qui définit un antibiotique bactéricide contre un antibiotique bactériostatique. Une autre notion qui est importante à définir, c'est si l'antibiotique est temps ou concentration dépendant. La plupart des antibiotiques que vous allez rencontrer en pratique sont temps dépendants, c'est-à-dire qu'il faudra un certain temps pour que l'antibiotique détruise les cellules. Je vais vous faire un petit schéma. Ici, vous avez la dose efficace en vert, donc il faut que votre antibiotique soit au-dessus de cette concentration pour être efficace sur les bactéries. Et ici, la dose toxique, donc toxique pour votre patient. L'idéal, c'est d'avoir une dose entre les deux, à peu près à ce niveau-là. Le chef de file, ou celui dont vous entendrez le plus parler, en tout cas des antibiotiques temps dépendants, c'est la vancomycine, puisqu'elle s'injecte en seringue électrique. Et il faut que le taux soit constamment dans le sang, la vancomycinémie, soit constamment entre le taux toxique et le taux efficace. Donc en gros, vous allez injecter votre vancomycine qui va augmenter dans le sang et ensuite vous allez essayer de la stabiliser à peu près
Voilà, dans les alentours d'ici. Et plus elle est longtemps au-dessus de cette concentration efficace, plus elle sera bactéricide ou bactériostatique en fonction de sa caractéristique. D'un autre côté, vous avez des antibiotiques qui sont concentration dépendants. Donc, un petit schéma encore, vous n'avez pas besoin qu'ils restent longtemps dans le sang. L'important, c'est qu'ils tapent fort. Deux antibiotiques qu'il faut noter dans cette méthode d'action, c'est la gentamicine, incontournable des concentrations dépendants, et éventuellement aussi vous pouvez retenir les fluoroquinolones sur certains germes. Donc pour que la gentamicine soit efficace, il faut qu'elle atteigne 8 à 10 fois la CMI dans le sang, c'est à peu près les chiffres qu'on estime. Donc si vous avez votre CMI qui est défini par le trait vert ici, la concentration nécessaire à être actif sur les germes, et ici en rouge la concentration qui est nocive pour votre patient, il faut que vous atteigniez une concentration qui est nettement plus haute pour être actif sur vos germes. Donc hop, vous allez mettre un bolus, un shoot de gentamicine pour atteindre des concentrations qui sont énormes. Et ensuite, vous allez laisser l'hôte se vider de la gentamicine avec le temps. En gros, l'éliminer, souvent par voie rénale. Donc vous allez attendre que votre patient élimine la gentamicine et vous allez redoser ensuite la toxicité. Et c'est ici qu'on a deux notions. La notion de pic et la notion de vallée. Voilà. La notion de pic, ça va être votre concentration efficace. C'est celle que vous avez frappé fort. C'est le pic. Il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit au-dessus des concentrations efficaces. Et la vallée, c'est la concentration que vous allez doser une fois que vous avez estimé que votre patient a éliminé l'antibiotique et par lequel vous allez juger de la toxicité de l'antibiotique. Si au moment où vous piquez votre vallée, la concentration d'antibiotique est au-dessus de la dose toxique, il va falloir remédier. S'il est en dessous, c'est bon. Alors, en pratique, pour vous donner un exemple, vous avez donné des doses de gentamicine à un patient qui souffre, disons, d'une endocardite, et vous avez donné les doses les plus basses possibles pour être efficace. Donc, votre pic, il est au plus bas. Vous ne pouvez pas aller plus bas au niveau du pic, sinon vous ne serez pas efficace. Par contre, en piquant votre vallée, vous vous rendez compte que le patient, il est quand même haut. Il est quand même toujours dans les concentrations toxiques. C'est un problème qui peut tomber aux ECN, malheureusement, c'est un petit peu compliqué. En gros, le problème paraît insondable parce que vous avez donné des concentrations qui sont les plus basses et vous restez toxique. Comment remédier à ça? C'est très simple, il va falloir espacer un peu plus les doses de gentamicine pour revenir ensuite à des doses acceptables et pour faire un deuxième pic plus tard. Et comme ça, votre patient, il restera un certain temps dans une vallée qui n'est pas néfaste pour lui. Donc voici les tissus qui sont difficilement accessibles pour les antibiotiques. Petit moyen mnémotechnique pour y accéder, c'est la loose, LCR, os, œil, système nerveux central et végétation d'endocardite. Ces tissus donc sont vraiment difficilement accessibles. Il faudra des antibiotiques adaptés à la diffusion. Donc par exemple dans l'os, vous savez qu'on utilise souvent les fluoroquinolones ou les aminosides. Par exemple, ce qui est sûr, c'est que les bêta-lactamines sont de assez mauvaise diffusion dans l'os, dans le LCR, etc. Faites attention à ça et sachez que c'est une des raisons pour lesquelles on change l'antibiotique lorsqu'on veut accéder à des germes dans ces tissus. Trois notions qui sont importantes encore pour caractériser une antibiothérapie, soit les prophylactiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe infectieux et vous voulez éviter qu'il en apparaisse, soit les probabilistes, c'est-à-dire que votre patient arrive avec des signes infectieux mais vous n'avez pas identifié le germe. Au mieux, vous aurez les résultats de l'examen direct du laboratoire qui vous dira par exemple si c'est des coxigrammes plus, coxigrammes moins, etc. Et enfin, soit elle peut être documentée, et dans ce cas-là, c'est que vous connaissez le germe, vous connaissez ses résistances, vous avez son antibiogramme et vous prescrivez l'antibiothérapie la plus adaptée possible. On va se concentrer surtout sur les antibiothérapies probabilistes, notamment la semaine prochaine, parce que c'est ce qui vous posera le plus de problèmes aux ECN à mon avis. Une autre notion, non des moins importantes, celle d'antibiothérapie double ou en association. Est-ce qu'il vaut mieux toujours prescrire deux antibiotiques plutôt qu'un? Non. Il y a plusieurs indications à faire des antibiothérapies doubles. La première, c'est les germes sont capables de développer des résistances aux antibiotiques. Si on en utilise deux, on prévient ces résistances. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc c'est une indication d'antibiothérapie double, celle de prévenir les résistances. Et j'attire votre attention tout de suite sur les bacilles de Koch. C'est une des raisons pour lesquelles on prescrit par exemple 4 antibiotiques contre la tuberculose pour éviter l'émergence de nouvelles résistances. Mais aussi, on a vu tout à l'heure le Pseudomonas, qui est une bactérie qui a énormément de résistance naturelle et on n'a pas envie d'en développer plus. Donc ça c'est par exemple une indication à une antibiothérapie double. Et en dessous vous avez des antibiotiques qui sont en quelque sorte faciles, contre lesquels il est facile de créer des résistances, souvent utilisées en association avec d'autres du coup. Une autre indication de l'antibiothérapie double, la synergie, certains antibiotiques, et notamment la bêta-lactamine et aminoside,
sont très efficaces ensemble et se potentialisent l'un l'autre. On va utiliser une synergie d'antibiotiques, donc une antibiothérapie double à visée synergique, dans des situations graves, soit un sepsis grave, soit un choc septique, ou alors sur des terrains fragiles. Une autre indication d'utiliser 2 antibiotiques plutôt qu'un, élargir le spectre. Évidemment, comme on l'a vu, les spectres sont imparfaits pour tous les antibiotiques. Ils sont complémentaires parfois, et ça peut justifier une antibiothérapie double, de synchroniser 2 spectres différents. Et notamment, justement, quand on ne connaît pas tout à fait le germe sur lequel on veut taper, on utilise plusieurs antibiotiques pour être sûr de ne pas passer à côté d'une résistance. Allez, j'attaque pour cette semaine une dernière partie qui résumera les complications spécifiques des antibiothérapies en général. Je ne vais pas aborder tout ce qui est allergie, je ne vais pas aborder non plus tout ce qui est toxidrome, tout ce qui est toxicité rénale ou hépatique, puisque ça varie en fonction des antibiotiques. Ici, on va parler de vraiment les complications spécifiques d'une antibiothérapie au sens large. Donc ces complications spécifiques découlent d'une notion qui s'appelle la pression de sélection antibiotique, qui s'explique de cette manière. Vous mettez un antibiotique dans votre corps, toutes les bactéries vont y être exposées, et les bactéries qui sont sensibles vont mourir. Elles vont laisser de la place, sur lesquelles les bactéries qui ont survécu, les bactéries résistantes, vont se développer. Donc vous allez créer une population qui est de plus en plus résistante à votre antibiotique. C'est l'émergence de résistance acquise par la pression de sélection antibiotique. Une deuxième complication, c'est par exemple dans votre tube digestif, vous avez des bactéries. Ces bactéries donc, qui sont sensibles vont mourir, et elles vont laisser la place à des bactéries résistantes qui peuvent être pathogènes pour l'homme. Et on va prendre l'exemple du Clostridium difficile qui donne des diarrhées sous antibiotiques. Les résistances acquises, donc, on a vu les résistances naturelles tout à l'heure, les résistances acquises peuvent être chromosomiques, c'est-à-dire que suite à une mutation génétique, votre germe est devenu résistant et donc du coup sera sélectionné par la pression de sélection. Ou alors, et ça c'est une particularité des bactéries, elles peuvent être plasmidiques, c'est-à-dire que les bactéries peuvent s'échanger via des plasmides, du matériel génétique, donc elle n'a pas besoin de muter, elle peut acquérir la mutation d'une autre bactérie. Au niveau des mécanismes de résistance à proprement parler, le premier, et un des plus importants, un des plus connus au moins, c'est le mécanisme enzymatique. On va prendre l'exemple de notre Staphylococcus aureus, qui est connu depuis bien longtemps pour sa résistance aux bêta-lactamines par la sécrétion d'une enzyme qui s'appelle la bêta-lactamase. Cette bêta-lactamase a été mise en évidence chez le Staphylococcus aureus 1 an seulement après la mise sur le marché des pénicillines. Donc c'est des résistances acquises qui vont très vite. Le mécanisme de la bêta-lactamase, c'est très simple, c'est une enzyme qui va venir cliver votre bêta-lactamine pour l'inactiver. Afin d'inactiver cette bêta-lactamase, vous pouvez rajouter par exemple à votre amoxicilline de l'acide clavulanique, qui est un inhibiteur de la bêta-lactamase. Donc c'est un intérêt, notamment puisque la majorité des Staphylococcus aureus aujourd'hui sont sécréteurs de bêta-lactamase. Donc quand vous voulez taper sur du Staphylococcus aureus, il faudra forcément mettre de l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique. Un autre mécanisme de résistance, c'est la modification de la cible. Je m'explique. Par exemple, les bêta-lactamines agissent sur des phospholipides membranaires que l'on retrouve à la surface des bactéries, notamment les coccigrammes+. Si vos coccigrammes+, je vous donne pour exemple ici le pneumocoque et le Staphylococcus aureus, si ces germes modifient les phospholipides membranaires, les bêta-lactamines sont incapables de les reconnaître, donc incapables d'agir dessus. C'est le cas du pneumocoque à sensibilité diminuée aux pénicillines et au Staphylococcus aureus méticine résistant. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Très simplement parce que si vous avez un SARM et que vous rajoutez par exemple de l'acide clavulanique en vous disant qu'il sécrète une bêta-lactamase, vous vous trompez. Votre bêta-lactamine avec inhibiteur de bêta-lactamase ne va pas être plus efficace parce que vous avez rajouté de l'acide clavulanique. C'est une modification de la cible qui explique une résistance du germe, donc il faudra utiliser un antibiotique qui agisse sur une cible différente, ou du moins qui puisse reconnaître la PLP modifiée par exemple. Donc on comprend bien maintenant pourquoi c'est important de connaître le mécanisme de résistance des bactéries aux antibiotiques, puisque ça va définir notre prescription. Un autre mécanisme de résistance, c'est la modification de la perméabilité membranaire. Comme vous l'avez vu avec Loïc, certains antibiotiques agissent sur les membranes des germes, et d'autres à l'intérieur, par exemple sur le ribosome ou directement sur l'ADN, et c'est le cas des aminosides qui ont besoin de pénétrer dans la cellule pour agir. Si, et là je prends l'exemple d'un bacille gram négatif, qui ont pour certains la possibilité de modifier leur porine membranaire. En modifiant leur porine, ils empêchent l'aminoside de rentrer dans le germe et donc du coup d'agir sur la cible intracellulaire. C'est un mécanisme de résistance. Et on voit que ce mécanisme de résistance ne pourra pas s'appliquer à des bêta-lactamines qui agissent par exemple sur la membrane. Enfin, et le dernier mécanisme de résistance que vous devez connaître à mon avis, c'est la pompe à efflux que l'on retrouve chez des bacilles gram négatifs surtout. Donc ici le Pseudomonas aeruginosa, qui est un bacille gram négatif. Mais aussi, je vous indique à titre d'exemple pour le Staphylococcus aureus, par exemple. Les pompes à efflux sont des protéines membranaires qui vont faire sortir l'antibiotique de la cellule. C'est-à-dire que l'antibiotique va rentrer dans la cellule, par exemple les fluoroquinolones, qui ont une action intracellulaire comme les aminosides, ont besoin de rentrer dans les cellules. Elles vont rentrer efficacement, mais aussitôt rentrées, elles vont être éjectées de la cellule par les pompes à efflux et donc ne vont pas avoir le temps d'agir.
C'est un des mécanismes de résistance classiques du Pseudomonas aeruginosa. Donc voilà, ici je vous laisse les 4 mécanismes de résistance qui sont importants de connaître pour les OCM. Je vous encourage à les comprendre avant d'avancer plus loin dans l'infectiologie. Si mon topo n'a pas été clair, je vous encourage à retrouver d'autres sources et à comprendre par vous-même. C'est une base qui est très importante de connaître pour ensuite comprendre les prescriptions d'antibiotiques. Alors, une autre complication, c'est l'altération des flores commensales. Et là, je prends pour exemple le Clostridium difficile, qui est un bacille gram positif anaérobie à capacité de sporulation. La capacité de sporulation, pour information, donne au Clostridium difficile une résistance dans le milieu extérieur, notamment à la solution hydroalcoolique que vous utilisez à l'hôpital. Ça ne lui donne pas particulièrement de résistance aux antibiotiques en soi. Le Clostridium difficile, donc, est un germe commensal chez 3% de la population, c'est-à-dire qu'il va être dans le tube digestif et être asymptomatique. Le Clostridium difficile est aussi un germe opportuniste, c'est-à-dire que dès qu'on va mettre un antibiotique auquel il est résistant et qui décime en quelque sorte votre flore commensale qui est sensible, il va se développer et il va prendre la place des bactéries mortes et devenir toxique pour l'intestin. En endoscopie, on retrouvera un aspect pseudomembraneux typique de l'intestin et cliniquement, on aura des diarrhées, souvent qu'on qualifie de verdâtres. Pour avoir des diarrhées sous antibiotiques à cause de Clostridium difficile, il faut être infecté par Clostridium difficile et ensuite avoir une altération de l'homéostasie digestive. Cette altération de l'homéostasie digestive peut être provoquée par un antibiotique. Là, je vous ai mis une liste non exhaustive d'antibiotiques capables de créer ces diarrhées. Tous les antibiotiques auxquels Clostridium difficile est résistant sont capables de les donner. Mais on peut aussi noter que l'altération de la motricité digestive peut altérer l'homéostasie digestive et donc du coup entraîner une prépondérance du Clostridium difficile. En conclusion, on a vu au travers des caractéristiques des antibiotiques et des bactéries en elles-mêmes que les bactéries sont un univers varié et complémentaire. Donc ça, on l'a vu à travers les spectres. Toutes les bactéries ne sont pas sensibles aux mêmes antibiotiques. Elles sont adaptatives, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de créer des résistances aux antibiotiques qu'on leur présente. Elles sont ubiquitaires, elles sont partout, aussi bien à l'intérieur de vous comme vos flores commensales qu'à l'extérieur. Pour information, le Pseudomonas aeruginosa est un saprophyte, c'est-à-dire qu'il vit en permanence dans le milieu extérieur. Et que de ce fait, le traitement parfait n'existe pas. Il va falloir trouver des combinaisons ou des astuces dans la prescription de vos antibiotiques pour en optimiser l'efficacité. Cette conclusion donc nous permettra d'enchaîner la semaine prochaine avec des stratégies d'antibiotiques pour voir un petit peu comment est-ce qu'on s'adapte à cet univers vivant qui nous entoure et qui parfois nous infecte. Donc la semaine prochaine, on verra de manière un peu plus concrète différentes stratégies de prescription probabiliste surtout. Je vous retrouve la semaine prochaine, merci de votre attention et bon courage à tous.